classe, nous avons 14 enfants, dont 11 sont en classe de première aujourd'hui. Et l'école compte près de 365 enfants aujourd'hui. Et ça, c'est une victoire. Vous avez en face de vous et qui est en défrichement là, c'est là que va se mettre l'usine de Jutiyou. Ça fait à peu près 1 hectare et on aura dans quelques mois un très bel outil de travail, ce qui va nous conforter dans ce que nous faisons et pouvoir amoindrir la peine des petits producteurs. L'argent, c'est peut-être quelque chose, mais la ressource humaine, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans une affaire. Quand je suis en train de parler de cette usine-là qui va se mettre en place là, je suis très émue à la fois, je ne sais pas, c'est trop de plaisir qui me donne cette sensation-là. Je vois devant moi un rêve qui se réalise. Vitamine A, B, C, D jusqu'à Z, ça aide mon manioc. Mon manioc soigne le diabète, Bobo Douman ça soigne. Ton mari t'aime pas, ton mari te regarde pas, il faut manger manioc. Quand ton mari commence à chanter sous la douche, c'est dangereux, viens, attrape ça, il va te suivre toute ta vie, ma chérie Coco. Les hommes qui n'aiment pas donner des bijoux à leurs femmes, tu fais manger le manioc au monsieur, diamant tu vas avoir, ma chérie. La Dame de Fer, c'est l'histoire de ma mère. Je raconte l'histoire de ma mère qui a élevé ses 4 filles avec pas grand-chose, c'est-à-dire des aubergines et des tubercules de manioc. Elle a eu un gros souci, c'est-à-dire les loyers augmentaient autour d'elle. Alors elle a fait en sorte que ses filles partent vite du foyer. Et du coup, ces filles rencontrent 4 gens différents, un Français, un Québécois. Donc il y a des chocs de culture. Et tout le long de sa vie, cette femme essaiera au maximum de faire en sorte que ses filles partent très tôt, très vite, parce qu'il y a un caterpillar qui arrive, parce qu'il y a une tension. Et à la fin, elle vieillit. Elle dit à ses filles que où qu'elles soient, il faut qu'elles sachent toujours que ce sont des princesses et des reines. Ma fille, alors, tu habites où? Fais-nous rêver à Moutati, que nous louons le Seigneur maintenant. Maman, j'habite au 18e étage, bâtiment C, l'ascenseur ne marche toujours pas. Quelqu'un qui a marché d'Abidjan jusqu'à Paris, c'est pas 18 étages, tu vas te tuer. Ça, c'est un échauffement pour toi, on dit quoi? La marcheuse est fatiguée. La Dame de Fer, je l'ai faite voilà, pour parler de mon Afrique telle que je la vois, telle que je la ressens, telle que je l'imagine. Et nous avons fait une dramaturgie avec des personnages tous différents. Il y a une dizaine de personnages dans ce spectacle, avec de la musique, du chant, mais aussi il y a une histoire touchante sur une Afrique qui perd quand même ses enfants, sur une Afrique qui est obligée, elle dit des fois on est obligé de croire parce que c'est Dieu seulement qui peut nous aider. Et au fur et à mesure, ça fait peut-être 4-5 ans qu'on le joue et ce spectacle continue de plus en plus à être aimé, à être vu partout. Regardez ce qu'il a fait à ma fille. Elle porte des grosses robes doublées avec des perruques blanches. Elle me dit, maman, je viens te voir avec ça à Abidjan. Je dis, on reste là-bas, il y a quoi? Quand je lui parle de mes problèmes, je dis, en tout, il faut nous aider, ma fille. On a des problèmes ici. Elle me dit, le peuple est faim, donnez-lui de la brioche. Ce qui est beau dans le spectacle quand je le joue à Paris, je pense que ce soir ce sera, c'est qu'il y a un damier noir et blanc. Et les gens rigolent sur des choses tellement différentes. Donc chaque jour, c'est une découverte. Là, je ne sais même pas sur quoi ils vont rire. Donc ce sera important de découvrir la surprise. Aujourd'hui, la pression est là. C'est que j'ai mes sœurs dans la salle, j'ai mes tantes, j'ai mes oncles, j'ai mes professeurs. Donc la pression, elle est énorme. Eux, ils me connaissent bien. Ils vont dire celle-là. Là. Donc voilà, c'est beaucoup d'émotions et de trac aussi. Ma mère venait ici à Trècheville. La clinique est à Trècheville. Ça me remonte un peu tout ça. J'ai sacrifié toute ma vie à la prière, à la louange à mon Dieu pour le bonheur de mes 4 filles. Je les ai élevées avec une seule parabole. Parce que la Bible, c'est un peu trop gros pour moi. J'ai dit, mes filles, demandez, vous recevrez. Et si quelqu'un te gifle à la joue droite, tu lui tends l'autre joue. Le temps de ramasser une pierre. Où est le caillou? Il sait où?
Tu le bien avec ça. Il ne va plus jamais te déranger. Ma mère est ma première fan de toute façon. Elle a vraiment aimé ce que je faisais depuis le début. Donc, je pense que où elle est, je pense qu'elle serait contente. Moi, mes sœurs, en tout cas, ont vu le spectacle. Elles disent c'est ta manière de faire exister maman et c'est énorme parce qu'on le tourne un peu partout, ce spectacle. Et la Dame de Fer, c'est un hommage à toutes les mères qui élèvent seules leurs enfants avec la foi, c'est-à-dire la foi de s'en sortir et le verbe. La Dame de Fer, c'est le verbe incarné en quelque sorte. Et c'est ma petite maman. Ce qui m'est arrivé, qui va conforter tous ceux qui sont dans la désespérance amoureuse, ce qui m'est arrivé est si fort, si mystérieux, si miraculeux, c'est-à-dire cette rencontre avec Jim, que j'ai voulu l'écrire pour y croire, tellement c'est un conte de fées. Parlons simplement, c'est un conte de fées. J'avais hésité avant d'accepter l'invitation à y donner une conférence relayée par un docteur Philip T. Spencer, professeur à Dublin, un de ces universitaires originaux que l'histoire du Québec ne laissait pas indifférent. C'est le hasard, ou appelons-le le destin, qui a fait qu'on s'est rencontrés. Mais je vous dirais que le fait que mon mari ait consacré toute sa vie à la langue française, spécialiste du 18e siècle français, 19e siècle québécois, il m'était donc destiné quelque part, et je me souviens de mes rêves quand j'avais 16, 17 ans, et je me disais, je sais comment je pensais à ça, je me disais, il y a quelque part sur la Terre, je ne sais où, un homme qui est né pour que je le rencontre. Le roman pourrait être intitulé La Québécoise. Ah, intéressant. Voilà. Alors, c'est l'anglais, mais c'est mettre un peu de distance aussi pour elle. Parce qu'en fait, le personnage principal de ce roman, pour moi, c'est Denise. DB, en fait, dans le roman. Ce que j'ai réussi, c'est à régler le problème historique du Québec, puisque je me suis laissée séduire par le conquérant et que j'ai séduit le conquérant tout de même. Quand j'étais petite, nous, les Québécois de ma génération et de la génération suivante aussi, l'anglais, c'était pas le Canadien anglais. L'anglais, c'était celui qui était venu, c'était l'anglais de la couronne. Mais bien sûr, ce sont les Anglais qui sont venus ici à côté nous conquérir. Enfin, je pourrais dire, c'est ici que la France nous a perdus. Donc, on avait une image de l'anglais et puis de la reine, elle est quand même la reine du Canada. Quand on était jeune, on apprenait aussi God Save the Queen. Je veux dire, on apprenait l'hymne anglais. Même dans nos écoles catholiques. Mais on nous disait aussi de nous méfier des Anglais parce que les Anglais étaient protestants. Donc, toute cette culture, qui est la culture première, qui nous construit, qui nous donne une sensibilité, qui nous donne une vision de l'anglais, évidemment, il y avait à travers ça une mythification de l'anglais. Et c'est sûr que j'ai été aussi séduite par le fait qu'il était anglais. Ça serait très, très différent si c'était un Américain, j'en suis sûre. Ou un Canadien anglais. Comme je dis, moi, j'ai pas choisi le sous-produit du genre. J'ai pris celui de l'île. Denise, on sait, vous êtes rebelle. Oui, et là, dans ce livre, vous nous parlez de fiançailles, de mariage, vous nous parlez d'amour jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de la vie. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est être rebelle que d'être dans ce qui est, entre guillemets, conventionnel? Mais c'est-à-dire que conventionnel, ce n'est plus conventionnel puisque la convention n'est plus là. Vous savez qu'au Québec, il y a plus de divorces que de mariages. C'est d'être à contre-courant et cette position d'être à contre-courant est une position, pour moi, extrêmement confortable. Et je vous dirais que cet amour-là, à ce moment-ci, me permet... Dans un premier temps, j'en ai douté parce que j'aime la polémique, j'aime provoquer. Et je me suis dit, je vais devenir comme une espèce de petite agnelle, complètement comme ça. J'étais gaga. Au début, je n'avais pas envie de bagarrer, de ferrailler intellectuellement. Mais au contraire, c'est que ça me permet de ferrailler, de continuer de ferrailler et d'être capable de passer à travers les réactions que ça provoque. Et surtout à une époque où, quand on le fait dans les médias, à cause des médias sociaux et tout, il y a énormément de violence qui est exprimée et il y a énormément d'injures parce que Internet est un plus grand diffuseur d'injures qui peut exister. Et je peux y résister parce que là, j'ai un barrage qui est plus grand que les barrages de la Manicouagan et de la baie James. Et ce barrage, c'est l'amour que me porte mon mari.
Moi, j'ai grandi dans une famille très aimante et donc c'est quelque chose d'important avec des parents qui sont venus, qui sont nés en Algérie, qui ont grandi en Algérie, qui ont évolué en Algérie et qui sont venus en France. Et donc c'est vrai que moi, je me nourris de cette double culture française et algérienne et que je trouve d'une grande richesse qui m'a aussi beaucoup aidé à réfléchir sur la vie, sur comment j'avais envie d'être musicienne maintenant et chef d'orchestre et qui me donne justement ce goût pour la rencontre de l'autre et la rencontre des autres cultures. Mes parents n'étaient pas du tout musiciens, mais par contre très mélomanes, très curieux. Et je pense que c'est quelque chose qui nous ont vraiment transmis cette curiosité, cette envie de découvrir, de tout découvrir en fait. Et ils nous emmenaient au concert, on allait visiter aussi des musées, des expositions. Donc l'art d'une façon générale, ça a toujours été dans notre environnement. Ma mère après, elle a voulu nous inscrire avec ma sœur au conservatoire de musique et ça a été en effet un peu cette première étape de cette vie autour de la musique parce qu'au départ on vivait en banlieue parisienne où l'accès à la culture, l'accès en tout cas à l'apprentissage de la musique, à l'enseignement, c'était pas forcément quelque chose d'évident, tant financièrement que sur les habitudes en fait. Donc là, c'est mes parents qui ont fait cette première démarche de nous inscrire au conservatoire. Et donc ma mère, elle a souhaité nous inscrire au conservatoire et j'ai une sœur jumelle, Fetouma, qui est violoncelliste, que vous verrez tout à l'heure avec nous. Et comme on était toutes les deux, ma mère, elle a souhaité nous inscrire au conservatoire toutes les deux. Et puis quand au moment où elle a été nous inscrire au conservatoire, on lui a dit, il n'y a qu'une seule place. Alors comme on était deux, ma mère, elle n'a pas voulu choisir entre ma sœur et moi, et elle a inscrit mon frère. Et ma mère, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle allait au cours, elle assistait au cours, comme ça elle prenait des petites notes, et puis à la maison, elle venait, puis elle nous expliquait ce que mon frère avait appris. Et c'est comme ça qu'on a commencé, nous, à apprendre la musique. Et quand il y a eu des places qui se sont libérées un peu plus tard dans l'année, on a pu justement intégrer en cours d'année, puisqu'on avait justement, nous, appris ce qui s'était dit dans la classe. Assez rapidement, j'ai joué à un autre instrument, j'ai souhaité apprendre l'alto. Et c'est cet instrument qui m'a permis, comme ça, d'avoir cette envie de progresser et puis ensuite d'aller dans un orchestre. Et quand on est altiste, on est placé au centre de l'orchestre, on est au milieu des instruments à cordes, entre les violons, les violoncelles, entre les sons aigus, les sons graves, devant les instruments avant et surtout juste devant le chef d'orchestre. Donc vraiment, on est immergé au milieu de cet univers-là. Donc l'alto se porte comme le violon, puisque ça reste encore raisonnable comme taille pour pouvoir le porter sur l'épaule. Et c'est placé au centre de l'orchestre, et c'est ce qui donne le plus beau son à l'orchestre, parce que c'est l'instrument qui est le plus beau de tout l'orchestre. J'ai commencé à m'intéresser justement à ce métier de chef d'orchestre, à emprunter des conducteurs d'orchestre à la bibliothèque du conservatoire. Et jusqu'au moment où, en fait, un jour, sur un projet, il fallait remplacer le chef d'orchestre. Et puis on m'a dit « Ah ben tiens Zaya, t'es quelqu'un de dégourdi ». C'était pour un petit bout de répétition. Et donc je me suis retrouvée devant l'orchestre. Et en fait, à un moment donné, je me suis pas dit « Tiens, je suis une élève », mais je me suis sentie vraiment musicienne. Et là, j'ai commencé à donner aussi des petites indications. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et donc, forcément, il y a toujours un petit peu des déclics qui font naître ensuite des vocations, des rêves. Et donc, pour moi, je pense que ça a été un peu ce déclic-là. Et puis j'ai commencé un petit peu à en parler autour de moi, auprès de mes professeurs, et certains d'entre eux, pourtant qui étaient assez bienveillants à mon égard, me disent non mais Zaya, la direction d'orchestre c'est pas du tout fait pour les femmes, donc n'insiste pas, concentre-toi sur tes études d'instruments, mais c'est pas du tout un rêve que tu peux t'autoriser. Dans ma famille, des femmes très combattantes, très fortes, ma grand-mère en Algérie, ma mère ensuite. Je me dis, mais je comprends pas, j'ai vu moi des femmes dans ma famille se battre pour des choses importantes, je vois pas pourquoi moi je me battrais pas pour être chef d'orchestre. Jusqu'au moment où j'ai eu la chance de faire la rencontre d'un grand maître de la direction d'orchestre, qui était quelqu'un que j'admirais beaucoup, qui s'appelait Sergiu Celibidache, un chef d'orchestre d'origine roumaine. Et pour moi, ça a été une rencontre en effet qui a été assez déterminante, puisque non seulement j'ai pu rencontrer quelqu'un que j'admirais beaucoup pour ses qualités artistiques, son travail, mais aussi quelqu'un qui m'a repéré et qui m'a donné cette opportunité de m'engager dans cette voie-là. Gardez cette nuance, gardez-la, sans ouvrir.
Et pour l'instant, on n'a pas encore vu des femmes à la tête des meilleurs orchestres mondiaux. Et mon rêve un jour, c'est de me dire que dans ma génération ou celle de ma fille, qu'on voit un peu des femmes à la tête de ces grands orchestres. J'espère en faire partie. En tout cas, j'espère que ça évoluera. Et voilà, pour ma part, c'est des rêves qui sont assez simples, mais s'ils sont amenés à se réaliser, je trouve qu'on aura fait quand même un beau chemin. Je suis venue dans le cadre du Forum mondial de la langue française qui se déroule cette année à Liège. Je suis née à Casablanca, au Maroc. J'ai grandi avec un papa informaticien, un des premiers informaticiens au Maroc, et une maman qui était enseignante de français et qui a un côté artiste, donc qui m'a beaucoup inspirée. Donc je suis née avec des cartons de livres. Pour moi, c'était un peu comme des coffrets trésors. Vous savez, dans les récits de chasse au trésor, donc il y a des coffres. Et bien pour moi, ces cartons-là, c'était des coffres. Et donc je lisais. Je lisais beaucoup. Puis ensuite, donc, je suis allée à Paris pour faire des classes préparatoires. Puis une école de commerce. Et pourtant, et tout le monde a toujours cru que je suivrais des études littéraires. De retour au Maroc, j'ai travaillé dans l'entreprise et j'ai travaillé pendant 1 an et demi. Au bout des 1 an et demi, j'ai dit non, c'est pas ce que je veux, c'est pas moi, c'est pas ma vie, c'est pas ce que je veux. L'idée du blog n'est pas venue tout de suite. Je me suis dit, je veux écrire. Quelles sont les différentes possibilités? On peut envoyer ses textes à un éditeur, on peut s'auto-éditer et on peut créer un site sur lequel on partage des histoires. Après tout, ce sont des moyens. Éditer n'est pas une fin en soi. C'est écrire et de partager ces textes qui est une fin en soi. Tout le reste, ce sont des moyens. Et je me suis dit, comment rester libre, comment rester indépendante comment écrire ce que je veux écrire sans être corrigée, sans réécriture derrière, c'est le blog. Vous nourrissez ce blog par des histoires. Lesquelles? J'ai démarré avec les folles histoires de Ahlam Bey, donc qui est une jeune fille qui raconte la rue casablancaise, qui raconte toutes les violences faites aux femmes, qu'il s'agisse de harcèlement de rue, qu'il s'agisse de violences entre femmes, violences hommes-femmes, que ce soit au hammam, que ce soit je l'ai dit, dans la rue, chez le coiffeur, chez la famille, etc. Je pense que j'étais plus virulente au début. En tout cas dans la manière d'écrire, ou dans la manière de m'exprimer, ou en tout cas moi je le vivais comme ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me dire, on dénonce, je dénonce. Mais qu'est-ce que je crée? Il faut dénoncer et créer. Derrière, il faut aussi pouvoir proposer des choses qui fassent rêver, des modèles. On a tous lu dans notre enfance des romans qui nous ont donné envie d'être meilleurs, d'être bons, d'être généreux, de voyager, de partager, l'empathie, de comprendre les autres, etc. Et c'est ainsi que sont nées les folles histoires de Sam El Gaouri. Sam El Gaouri, qui est un enfant de la rue, c'est un enfant de 7 ans, qui n'a pas de papa, qui n'a pas de maman. D'ailleurs, il ne les connaît pas. C'est un enfant de pute, concrètement, et comme on les appelle d'ailleurs au Maroc. Donc ce sont des enfants illégitimes, qu'on prive de papiers, qu'on prive de documents, qu'on prive de carte d'identité. Ces enfants-là vivent dans la rue, ne peuvent pas aller à l'école, ne peuvent s'inscrire nulle part, et en fait n'existent pas. Et donc cet enfant a envie d'exister. Et donc comment exister? Il raconte ses histoires. Lui aussi raconte ses folles histoires.
Les blogs aujourd'hui sont de plus en plus demandés, mais surveillés. Quel que Censurés? soit. Censurés aussi. Je trouve que les blogueurs se font de plus en plus harceler, pas forcément par les forces de l'ordre, mais par des personnes lambda, qui menacent de plus en plus, qui menacent de meurtre. On a de l'incitation à la haine et au meurtre. Et ça, je l'ai constaté cette année, je ne sais pas pourquoi, cette année particulièrement, il y a un appel au meurtre comme, voilà, parce qu'on n'aime pas cette phrase, parce qu'on n'est pas d'accord avec ceci, parce qu'on n'est pas d'accord avec cela. Et je trouve ça pire que... Jusqu'à aujourd'hui, je fais vraiment de belles rencontres, de beaux partages, on a eu des échanges extrêmement intéressants. Donc déjà ça, donc on repart le cœur plein de partage, le cœur plein de passion. Parce que parfois, la passion, ou en tout cas la créativité peut s'essouffler. Et avant de venir, je me suis dit, j'ai besoin d'une claque de créativité. J'en ai besoin, ça fait 2 mois que je n'ai pas écrit. et je suis en pleine claque. Donc déjà, je vais emmener ça, plus quelques bonbons. La première fois que je suis venue en Andorre, j'y suis venue d'abord parce que j'avais un oncle andorran qui était marié avec la sœur de maman, avec ma tante, qui elle aussi a vécu en Andorre avec lui. Et donc, ils m'ont fait venir en Andorre parce que j'avais eu une coqueluche épouvantable, que je toussais et que rien ne pouvait arriver à arrêter ma toux. Et on a dit, bah, la montagne va lui faire du bien. Et donc je suis venue pour ce premier séjour. Je crois que nous avons dû rester 4 mois. Un enfant n'a pas du tout le sens du temps. Quand je suis rentrée à Béziers, donc ma ville natale, je ne toussais plus et je parlais catalan. J'ai adoré aller me promener dans la montagne, j'ai adoré aller boire de l'eau ferrugineuse à Sant Julià. Et puis il y avait des enfants qui étaient là, qui avaient plus ou moins mon âge, et avec lesquels je pouvais jouer librement, parce qu'à Béziers, je n'avais pas le droit de sortir dans la rue. On ne sortait pas dans la rue en ville, ça se faisait pas. Et ici, je sortais dans la rue. Donc je crois que l'Andorre, c'est d'abord ma liberté. Mon premier roman, qui s'appelle L'histoire d'une femme sans histoire, est un roman qui touche totalement à l'Andorre, puisque j'y raconte non pas mon histoire, mais celle de ma mère, de mon oncle et de ma tante, et de leur venue en Andorre, du séjour de ma tante en Andorre. Le Merle bleu, c'est un roman dans lequel, bon, je ne savais pas que ça allait s'appeler Le Merle bleu, mais c'est un roman qui traite de l'échange inégal. Qu'est-ce qu'on donne ? Qui donne le plus exactement? Qui donne le plus dans l'échange? Celui qui donne de l'argent ou celui qui donne de l'amour? Voilà, c'est parti de là. Et je voulais que ce soit un couple de vieux ornithologues vraiment très, très radins, très repliés sur eux-mêmes, et qui tout à coup étaient comme ça, découvraient quelque chose d'extraordinaire de la part d'un jeune homme qui est venu se greffer sur eux, qui bien sûr a profité de la situation matérielle, mais qui leur a tellement donné. Voilà, c'était ça le départ du Merle bleu. Donc ce jeune homme, il venait d'Algérie et c'était quelqu'un qui fuyait son pays dans lequel il y avait des massacres, etc. Donc ce que je voulais, c'est trouver un oiseau qui venait d'ailleurs, qui avait été migratoire et qui ne l'était plus, et qui soit un bel oiseau qui pouvait être une sorte d'image de ce jeune homme. J'ai consulté des tas de livres d'oiseaux, etc. Et j'ai croisé plusieurs choses et je suis arrivée à trouver l'oiseau qui me semblait convenir comme personnage, en quelque sorte, comme incarnation du principe que je cherchais, et c'était le merle bleu. Monticola solitarius en latin. Monticola solitarius en latin. Et donc il me fallait maintenant que je connaisse l'histoire du merle bleu. Donc j'ai commencé à faire des recherches. En fait, il y a très peu de monographies, de livres. Et ma fille cadette m'avait dit, est-ce que tu veux que je t'aide? Je peux aller à la bibliothèque te trouver des textes qui vont t'aiguiller.
Et elle m'a appelée de la bibliothèque et en me disant « Écoute maman, j'ai trouvé, ce sont des Anglais, enfin des Écossais qui ont écrit sur le merle bleu, mais tu sais, c'est pas du tout en Algérie qu'ils sont allés l'étudier, ils l'ont trouvé en Andorre. » Je dis « C'est pas possible. » Et elle me dit « Oui, et en plus, tu sais, c'était à San Giulia. » Et puis, en plus, c'était sur le mur du cimetière. Et j'en suis émue en parlant, mais c'était une véritable émotion que d'être rattrapée par l'histoire. Vous imaginerez sans peine notre excitation à l'idée de découvrir des merles bleus dans un paysage qui ignore la blancheur douce du calcaire, les falaises aux formes rondes, aux flancs sculptés. Ici, tout à la raideur, le gris bleuté de l'ardoise, la couleur même des ailes du merle bleu. Us podeu imaginar fàcilment la nostra excitació al descobrir merles blaves en un paisatge que ignora la blancor dolça de la pedra calcària i els penya-segats de formes arrodonides i de vessants esculpits. Aquí tot té la rigidesa i el gris blavós de la llosa, exactament el mateix color de les ales de la merla blava. Le chapitre de l'histoire de Palmyre, le plus glorieux et le plus tragique à la fois, reste incontestablement celui de la reine Zénobie. Reine ambitieuse qui, au IIIe siècle, nourrissait pour sa cité et son peuple les rêves de gloire et de conquête, allant jusqu'à défier Rome et l'empereur Aurélien. Myriam Antaki, née à Damas, vivant à Alep, ayant choisi d'écrire en français, vient de consacrer son dernier roman, Souviens-toi de Palmyre, à Zénobie. J'ai décidé d'écrire sur la reine Zénobie parce que je voulais absolument faire part au monde que une femme orientale peut vivre autrement que derrière le voile. Et dans cette histoire de Syrie qui est vraiment un tel métissage de culture, je crois que l'histoire de la reine Zénobie reste très saillante parce que c'est une femme qui a eu très jeune le concept de la liberté. Et je voulais surtout raconter l'histoire d'une femme libre. On sait pas mal de choses sur Zénobie, mais moi j'ai voulu écrire un roman parce que dans un roman, on passe des messages qui sont très personnels, très intimes. Et c'est comme ça que tout d'un coup émerge une forme vivante qui est celle d'un héros. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est quand il y a une sorte d'intimité entre le personnage et l'auteur. Mon père marchait seul sous les étoiles et s'arrêtait devant le temple de Bel. Des feux brûlaient sur ses 4 tourelles pour montrer la route aux caravanes perdues. Dans cet ornement de flammes, le Dieu allumait le phare du désert. Mon père aimait cet embrasement aux portes de la nuit. Il était semblable à la folie de ses sens. Il marchait seul dans un Palmyre immobile et traversait l'arc monumental, la grande colonnade, le tétrapyle au fût éclairé de lueurs astrales. Les colonnes alignées faisaient des zébrures de lune. Palmyre, la nuit, sortait d'un songe sacré. On ne sait rien vraiment de sa vie de famille, mais on sait à quelle tribu elle appartient. On sait aussi que son père était quelqu'un de très riche, puisqu'elle a eu un précepteur pour son éducation. Elle pouvait parler le grec, qui était la langue des lettrés. Elle parlait un peu de latin, elle parlait l'araméen, le palmyréen, qui était un dialecte du latin. Donc elle a eu une enfance de culture. Elle est née à Palmyre, probablement, et elle s'est mariée très jeune, comme c'est une coutume d'ailleurs dans les milieux bédouins, et elle a épousé le roi de Palmyre qui avait l'âge de son père. Et c'était le premier contact avec le pouvoir pour elle, qui plus tard, bien sûr, allait se développer comme... Elle a eu un fils et qu'à la mort de son mari, elle devient régente de ce fils puisqu'il était très très jeune. Mais je crois qu'elle a usé la régence parce qu'elle voulait absolument gouverner. Je choisis de vivre dans un monde d'hommes et m'éloigner des femmes recluses dans une atmosphère d'intrigue.
Univers figé dans des mots et des gestes, courtisane naufragée que les vagues du désert repoussaient dans les murs des palais, parées de tuniques de soie devenues leur linceul. Je refusais de me fondre dans leur nuit de soumission, de silence. Je crois que Zénobie a avant tout été une grande amoureuse de son sol natal, du désert. Ce sentiment de liberté, c'était pour tout un peuple qu'elle voulait l'offrir. Elle n'acceptait pas, elle voyait parfois les légions avilir un bédouin ou n'importe qui, et ça l'a menée vers la révolte. Zénobie vraiment était une femme attachée et à son peuple et à sa terre. Et c'est pour ça, même quand elle a été au bout du monde, pour elle, son rêve, c'était Palmyre. J'éloigne de moi l'oubli et revois Palmyre, sanctuaire illuminé pour le jour de la fête du Dieu Bel. Le printemps revenait avec les cantiques d'hommes qui priaient. De toutes parts, les pèlerins affluaient vers les portiques du temple, puis, dans l'immense cour intérieure, ils se prosternaient près des bassins sacrés et levaient des regards suppliants vers la chella au chapiteau d'or. Le jour de Bel, sur tous les chemins, les prières se répandent en écho. Dans la chella du temple, dans cet ermitage de Bel, seul le grand prêtre pénétrait une fois l'an pour écouter la parole de la divinité faisant écho sous la coupole cosmique au signe magique du zodiaque. J'ai pas eu de formation professionnelle en cuisine. J'ai observé mes parents et surtout ma grand-mère. Et spécialement au Bénin, j'ai remarqué que tous ceux qui ouvrent des restaurants nous servent des mets européens, vraiment des mets européens. Moi, depuis que je suis revenue au Bénin, c'est ça qui m'a choqué le plus, parce qu'en Hexagone, quand vous allez au restaurant, vous ne trouvez pas des plats africains. Et ici, nous, on ne fait que ça, et je me suis dit, il fallait faire quelque chose pour ça. Alors, le Laurier est né surtout pour revaloriser l'art culinaire d'hier. Le poulet, tout le monde connaît, mais le poulet béninois, il est spécial, il s'appelle le poulet bicyclette. Ça va bien? Est-ce que tu as de bons poulets? Donne-moi 2. Alors, c'est combien? 4500. 2500. Comment non? Alors, c'est combien? Je laisse à 4. 3000. C'est ça là que je veux. C'est à cause de vous que je laisse ça à 4 000. Ok, d'accord. Ah, si tu ne négocies pas, tu vas acheter cher. Hein? Ah, quelqu'un qui te dit prends quelque chose à 4 000, tu peux facilement l'acheter à 1000 francs. 1000 francs, même 500 des fois. Donc vraiment, il faut savoir négocier. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va. Et les enfants? Ça va. Ah, les tomates là sont belles, hein. J'espère que c'est pas trop cher. Non, c'est pas trop cher. Alors c'est combien? Ça c'est 1000 francs. On va prendre juste un tas. Donne-moi les gros piments. Tu ne vas pas me donner les petits derrière là-bas. Et l'oignon c'est combien? 400. Beaucoup moins net. 400, oui. Je vais prendre 2 tas. Je vais prendre 2 tas là. Oui, c'est un laurier. Ça fait de laurier. Sans ça, mon poulet n'a pas encore tout le goût que je veux, le parfum. Parce qu'elle a un peu de tout. Hein, les ingrédients qui vont dans notre repas d'aujourd'hui comportent à peu près tout ce qu'il y a ici. Je l'ai choisi à dessein parce qu'elle a presque tout ce dont j'ai besoin. La laiterie, là, c'est combien? 100 francs. Ok, on va y aller, j'ai fini. Alors pour notre poulet à mi-haut, les ingrédients dont nous avons besoin sont disposés sur la table. Vous avez de la tomate fruit, de l'oignon, du piment vert en entier, du piment vert écrasé, de la tomate. Vous avez un peu de poivron. Le laurier est toujours partout, il est présent. Sans le laurier, on ne fait pas grand-chose au laurier.
Vous avez du poivre noir, de l'oignon écrasé, de l'ail écrasé également. Vous avez du sel, le secret de la cuisinière. Et ensuite, vous avez de l'huile que nous allons utiliser vraiment en petite quantité. Et naturellement, notre poulet. Et voilà comment il se présente. Pour le amio, nous avons besoin de la farine de maïs. Elle est moulue et prête pour être employée. Donc notre jus est presque prêt. C'est avec ça que nous allons manger notre poulet tout à l'heure. C'est la grille pour braiser le poulet qui était bien assaisonné. Là, on a les difficultés, c'est humain aussi. Il faut se battre, il faut bousculer les choses. Et pour être le meilleur, il faut donner le meilleur. J'ai grandi à Marrakech, qui est ma ville où se trouve toute ma famille, mes parents. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence dans cette ville, entourée de parents fonctionnaires mais très inspirants, qui m'ont inculqué beaucoup de très très jolies valeurs, dont celle d'avoir ma propre opinion, de décider moi-même, de faire mes propres choix, et qui m'ont aussi largement inspiré, notamment mon papa, parce qu'il est aussi, a toujours été en parallèle de sa fonction, donc plasticien, et qu'il réalise de très très belles tablettes en bois de tuya sur lesquelles il façonne des corps très très féminins, où s'exprime beaucoup de sensualité et d'africanité aussi, mais avec des lettres arabes. Donc voilà, mon papa est très manuel, j'ai grandi auprès de lui, et dans cette ville-là aussi qui est Marrakech, on est très très touché dans ses sens par les matières, par les senteurs, par tous ces arts. Finalement, c'est même pas de l'artisanat, c'est des maîtrises d'art qu'on trouve un petit peu partout dans les souks de Marrakech. Plus tard, j'ai fait l'école d'architecture et j'ai été fréquenter ces gens-là et j'ai beaucoup appris aussi auprès d'eux. C'est une ville où l'oralité a une grande place. C'est d'ailleurs une ville qui est classée patrimoine mondial pour ce côté justement Marrakech, même si aujourd'hui je suis vraiment casablancaise, mais c'est Marrakech qui m'a faite. Il faut savoir qu'au Maroc, il y a beaucoup de musiques différentes, même dans la musique traditionnelle. Selon les régions, on va se trouver plus dans le nord, à la montagne, dans le désert. Il y a ce côté traditionnel tribal aussi qui est très très important, où s'expriment beaucoup de différences et rythmiquement et mélodiquement, selon si on a été influencé plus par l'Andalousie ou par l'Afrique, un petit peu plus au sud. Ce que j'aurais pu qualifier, étant plus jeune, de musique traditionnelle, aujourd'hui pour moi c'est vraiment de la musique contemporaine. C'est très très important de la transmettre, de la communiquer, de la faire voyager, parce que ça met en vie ce que nous sommes, aussi notre langue, notre mode de vie, notre culture, notre différence, notre identité. Je pense que pour un artiste, c'est quelque part un peu son rôle et une responsabilité de dire qui il est. Parce que par les temps qui courent, et ce qui nous est présenté par les médias de façon large et qui présente un peu justement nos communautés, nos cultures arabes certes, mais nous sommes arabes et africains par exemple. Donc je pense qu'aujourd'hui quand je vais dans un pays, que je présente mon disque, que ce soit ce que je propose comme musique, la façon aussi dont je m'habille, c'est très important pour moi de montrer mon identité telle que je la définis et que je la porte et que je qualifie de très contemporaine. Je veux dire, la tradition n'est pas à mettre dans une carte postale.
C'est tout à fait par hasard que je me suis inscrite dans un atelier de chorale gospel. Et cette année-là, j'avais 14 ans, il y a cette chorale qui s'installe et moi j'aime déjà chanter et je commence déjà à être séduite un peu par le négro spirituel, la musique black américaine. Donc je m'inscris naturellement, ça dure 1 an. Je découvre le plaisir de chanter avec beaucoup d'autres gens. Parce qu'il y a là une énergie et une magie qui opère, qui est assez surprenante. Et parce que je suis très en fait sensible à la force des... Traditionnellement, la polyphonie corse était masculine. Donc, eh bien, ça veut dire le fait que les femmes la chantent aujourd'hui, ça veut dire aussi que la tradition, elle est bien vivante, qu'elle est en mouvement, qu'elle se régénère et que les choses changent aussi dans le bon sens. Et puis, il est juste, je dirais, que les femmes la chantent aussi, puisque elles font partie de ce pays. Elles avaient d'autres chants qui leur étaient réservés. Mais aujourd'hui, les hommes et les femmes chantent la polyphonie ensemble ou séparément, parce que c'est la forme de chant, je dirais, la plus forte, celle qui a vraiment survécu à travers les siècles et qui est intacte encore aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment toute petite que j'ai été plongée dans la musique. Shallow,